Bonjour à tous. Alors, dans cet épisode, on va explorer l'actualité immobilière en pleine crise politique à travers des études récentes, des chiffres clés. On va parler de transmission de patrimoine, on va parler d'encadrement des loyers, mais aussi et surtout de l'évolution des prix et des taux dans une période quand même assez tourmentée. Bon, malgré les incertitudes politiques et économiques, il y a des signaux quand même plutôt positifs qui montrent qu'il y a une reprise. Cette reprise, elle est réelle, mais elle est quand même fragile. Et puis, plus surprenant, on va voir qu'il y a des professionnels de l'immobilier qui ne sont pas aussi inquiets pour l'immobilier que les discours anxiogènes sur la situation politique le laissent entendre. Bref, on va prendre un peu de recul par rapport à une actualité qui est quand même assez lourde. Donc, c'est un tour d'horizon qu'on va faire pour comprendre, décrypter, mais surtout avec beaucoup de sérénité. Et la sérénité, elle manque un peu en ce moment, il faut le reconnaître. Passion Immo, épisode 120, c'est parti. Alors, la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est une étude intitulée «La roue de la fortune», oui, qui reprend, finalement le nom du célèbre jeu, télévisé. Alors, c'est une étude qui a été, qui est publiée par la fondation Jean Jaurès. C'est une fondation plutôt, très connue qui a l'habitude de mettre en œuvre des études assez sérieuses, hein. En général, on rigole pas trop avec la fondation, Jean Jaurès, mais il y a du fond, il y a toute une équipe qui travaille évidemment, en amont. Cette étude qui est sortie, je crois hier ou ce matin même, elle parle de constitution et de transmission des patrimoines dans la France contemporaine. Alors je l'ai juste, parcouru très rapidement, donc je ne veux pas en parler spécialement. Il y avait ce matin sur France Inter les 2 auteurs, Jérôme Fourquet et Marie, Gariazzo, qui étaient invités assez longuement pour répondre à toutes ces questions. Et donc c'est très intéressant parce que c'est tout un état des lieux, alors sur 75 pages environ, de les ayant juste parcourus. Bon voilà, je peux pas en faire une revue détaillée, mais en tout cas voilà, il y a une étude sur la permanence et le renouvellement des grandes fortunes. Alors, avec à chaque fois, on a des chiffres, on a des tableaux, tout ça est très factuel. Ce qui fait que l'intérêt d'une étude de ce type, c'est que si à la limite on n'est pas d'accord avec peut-être certaines des conclusions, en tout cas, on pourra y prendre des sources extrêmement intéressantes. On la trouve, elle est gratuite, on va sur le site de la Fondation Jean Jaurès et on pourra la télécharger sans aucun problème. Quand on s'intéresse à l'investissement, quand on s'intéresse au patrimoine, bon, c'est ce que je dis, après on n'est pas obligé de partager mon point de vue. Je trouve toujours très intéressant d'aller comme ça sur des fondamentaux, sur des analyses extrêmement poussées, parce que c'est ça aussi qui aiguise le regard, même si on fait des choix individuels, en particulier. Alors, qu'est-ce que je voulais signaler? Eh ben, c'est le 5e baromètre de l'encadrement des loyers. Alors, il est fait par qui? C'est la Fondation pour le logement qui tous les ans, hein, depuis 5 ans, publie cette étude. Cette étude, en fait, elle regarde ce qui se passe au niveau des loyers dans les secteurs où on a un encadrement des loyers. Et donc, il y a un certain nombre d'analyses, de constatations qui sont faites. Il y a une chose qui émerge en fin de compte, c'est que on constate que l'encadrement des loyers, bon, il est en place, il roule quand même, pour, si je peux m'exprimer aussi simplement, dans un certain nombre de villes de France. Mais là, l'étude constate que le tiers des annonces dans les zones concernées par l'encadrement des loyers ne respectent pas l'encadrement des loyers. Alors le tiers, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Euh, bon, alors, difficile de... Ça peut être la méconnaissance des bailleurs eux-mêmes, hein, ça arrive. Il y a aussi parfois, faut le reconnaître, une certaine malveillance de certains bailleurs qui se disent, bah, après tout, vu que je suis dans des secteurs en général tendus,
bon, je vais proposer un loyer à un niveau qui est au-delà de celui que prévoit l'encadrement des loyers, c'est pas grave. Si j'arrive à passer entre les gouttes, ce sera pas un problème. Si je dis ça, c'est parce que j'ai déjà entendu ce discours. Bon, certes, il peut être minoritaire, mais on peut entendre parfois ce type de discours. 5e baromètre sur l'encadrement des loyers, il est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de la Fondation pour le logement des défavorisés. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, me semble-t-il. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et là, dans un premier temps, je vais faire le prolongement avec le thème de la semaine dernière. La semaine dernière, donc je le rappelais en introduction, on avait parlé de la dette. Nous avions parlé également du risque qu'il était tout à fait possible de voir, c'est-à-dire voir des taux de crédit immobilier augmenter. Voilà, je reviens pas sur le mécanisme parce que voilà, je l'avais fait abondamment. Alors depuis, il y a des articles qui sont parus sur cette question-là. On a un petit peu plus avancé sur ces problèmes et je voudrais partager avec vous un premier article. Alors c'est un article qui est paru dans Le Parisien. Et Le Parisien avait titré à ce moment-là « La crise politique va-t-elle peser sur l'immobilier ?» Voilà. On voit que Le Parisien avait repris un certain nombre de graphiques qui sont assez connus, notamment parce que les notaires ont publié pendant l'été ce type d'informations. Très rapidement là-dessus, parce que la synthèse, elle est plutôt intéressante. Le premier graphique, c'est le nombre de ventes de logements anciens. Voilà, alors c'est des statistiques extrêmement récurrentes et classiques qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qu'on constate? On avait atteint un point haut de 1 245 000 transactions en 2021. Et puis, à partir de 2021, on voit cette courbe qui s'infléchit très fortement pour atteindre ce point bas de septembre 2024, il y a seulement un an, où on avait dégringolé à 832 000 ventes, 832 000 transactions dans l'ancien sur 12 mois. Le phénomène auquel on assiste là, c'est celui d'une reprise légère, or très légère, la reprise, selon certaines prévisions qui sont faites notamment par Meilleurs Agents et Se Loger, considère qu'on devrait, au 1er janvier 2026, dépasser les 900 000 transactions à l'année. Alors, c'est un meilleur chiffre, mais on voit bien ici la fragilité de cette reprise, et je vais y revenir parce que c'est un petit peu le leitmotiv de cet article. Deuxième graphique, l'évolution du taux d'emprunt immobilier. Alors ici, qu'est-ce qu'on constate? Pareil, la chose qu'on sait tous, mais que je rappelle rapidement. Les taux immobiliers, on avait un point bas à 1% quasiment en 2021, et puis cette remontée spectaculaire seulement en 3 ans, où on avait ce point haut des taux moyens. Alors c'est des taux moyens ici, 17%, donc 4 fois le taux le plus bas qu'on avait 3 ans auparavant. Les taux des crédits immobiliers, ils ont décru, mais on voit qu'on a une décroissance qui est quand même assez lente. Et puis ce qu'on constate, c'est que depuis le printemps, ça stagne. Voilà, ça stagne. Alors que là, c'est fortement bien rappelé par Le Parisien. C'est vrai qu'il était attendu au cours de cet été qu'on descende clairement en dessous des 3%, qu'on soit à 2,9%. On n'y est pas, très clairement, nous n'y sommes pas. Et on est plutôt à 3,25 à peu près, c'est ce qui était encore constaté la semaine dernière. Et puis les prix de l'immobilier, pareil, on a ce phénomène des prix de l'immobilier. Alors, je vais laisser de côté Paris, qui est toujours un marché tellement atypique qu'il n'est pas significatif. Donc la France, on avait des hausses, vous voyez, en 2021, on avait quand même une hausse moyenne en France de 8% des prix de l'immobilier. Alors sur une année, et c'est une hausse moyenne, donc évidemment, ce n'est absolument pas significatif de ce qu'on peut rencontrer ici ou là, localement, dans telle ou telle région, dans telle ville. On avait eu cette dégringolade avec, entre 2003 et 2024, une baisse des prix qui s'était amorcée. Alors une baisse des prix réelle, mais qui restait quand même relativement modeste
sauf à Paris où là, il y a eu une baisse des prix, assez tangible et le phénomène auquel on assiste depuis quelques mois seulement, c'est une hausse de nouveau des prix de l'immobilier. Là encore, très contrasté selon les régions, plutôt timide, mais qui me fait dire, pas qu'à moi, hein, bien évidemment, que tous ces éléments corroboraient le volume des transactions, l'évolution des taux d'emprunt immobilier et l'évolution annuelle des prix de l'immobilier. On a une reprise. Voilà, on a une reprise du marché de l'immobilier. Elle est timide, elle est très fragile, mais la reprise est bien là. Maintenant, pour aller un tout petit peu plus dans le détail de l'article, que dit l'article? Alors l'article, il est assez intéressant. Donc vous pouvez le trouver dans Le Parisien et c'est dans le numéro de, alors parce que je sais plus, du mercredi 3 septembre. Donc c'était dans le numéro d'hier. Mais en résumé, l'article indique bien qu'il y a des risques potentiels d'une reprise qui pourrait être cassée par l'incertitude économique, par éventuellement la remontée des taux. Mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, l'ensemble des acteurs, et ils sont interrogés assez largement dans cet article, sont plutôt optimistes en disant « Bon, après tout, c'est une crise supplémentaire par rapport à d'autres crises qu'on connaît depuis quelques années. Il y a eu une crise peut-être plus importante il y a 1 an, qui est celle qui a suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. Finalement, ça n'a pas spécialement impacté le marché de l'immobilier, parce que finalement, le marché de l'immobilier, il a plutôt commencé à enregistrer une reprise quelques mois après la dissolution. Ce qui montre bien que cette situation politique n'a pas nécessairement de conséquences sur ce marché de l'immobilier. Alors vous avez par exemple le patron du réseau La Forêt. Le patron du réseau La Forêt, il dit en fait les gens ils s'adaptent tout simplement. En 2024, c'est justement au moment de la dissolution et après le départ de Michel Barnier que le marché immobilier a repris. Et il dit, les clients compartimentent. D'un côté, il y a la vie politique et le bazar qui va avec, et de l'autre, il y a la vie avec ses composantes professionnelles, amoureuses, patrimoniales. Et je trouve que le patron du réseau La Forêt, il a tout à fait raison, parce que c'est pas parce qu'on a un vote de confiance lundi, qu'on s'arrête d'avoir des besoins, malheureusement, de divorcer, de devoir trouver un autre appartement, etc., d'avoir un enfant et donc de s'agrandir à la fois sur le plan familial et donc sur les mètres carrés dont on a besoin. La vie, elle continue. Voilà. Et donc, il y a un optimisme quand même assez relatif de la part de ces professionnels en disant, la vie s'arrête pas et donc on va continuer de faire les choses comme ça. Euh, Toujours dans la suite de cet article, parce que c'est autre chose que j'avais trouvé intéressant et que je trouve très très juste. Ça termine l'article et je vais arrêter sur cet article-là avant de passer à un autre. La pierre est rassurante même en temps de crise. Et effectivement, c'est ce que dit le directeur général du réseau de mandataires immobiliers IAD. Que ce soit l'élection de Trump, la guerre en Ukraine, la première dissolution, finalement, le marché résiste. Et nous sommes habitués à nous adapter. Voilà. Donc, il y a une manière de relativiser de la part des acteurs. Et finalement, le cofondateur du courtier Préto, il dit une chose qui est très juste. Il dit, et ça conclut l'article, alors que les finances publiques vont mal, acheter un bien peut être rassurant pour celles et ceux qui craignent, pour leur retraite par exemple. Investir dans un toit au-dessus de sa tête n'est jamais une erreur. C'est tellement de bon sens que je trouvais presque amusant de le rappeler. Mais c'est vrai que dans un environnement avec tellement d'incertitudes, quoi de plus rassurant d'avoir investi dans la pierre, que ce soit pour son habitation principale ou que ce soit pour des revenus annexes si on l'a fait en tant qu'investisseur. Donc, et cet article-là, moi je l'ai pris parce qu'il est assez symptomatique d'une tonalité générale que j'ai pu constater à la lecture d'autres articles. Là, c'est un article qui est paru dans le journal L'Opinion. Le journal L'Opinion, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un journal économique,
plutôt sérieux, hein, alors plutôt de tendance libérale, hein, très très clairement, mais en général qui a des papiers plutôt je trouve de bonne facture, des analyses, assez intéressantes là encore. Et donc il y avait un article il y a quelques jours qui, était relativement intéressant. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu pour le montrer. C'était vote de confiance, la dette au banc d'essai des marchés. Alors la dette au banc d'essai des marchés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique, elle est ce qu'elle est, les stratégies politiques sont ce qu'elles sont, mais il y a une réalité, c'est les marchés. Et les marchés, c'est plutôt, en l'occurrence ici, les marchés de la dette. Alors, que nous disait l'article? Ben, il disait, et je vais faire un zoom sur cette courbe, c'est que les taux d'emprunt d'État français à 10 ans et les taux d'emprunt d'État allemands à 10 ans, qui sont un petit peu le maître étalon hein, en matière de financement de la dette. Alors on voit que ils se suivent d'assez près, hein, c'est-à-dire pendant ces 20 dernières années, on pourrait remonter plus loin, on a une courbe de ces deux taux qui sont quasiment à l'identique. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, l'Allemagne est quand même en dessous de la France à ce niveau-là. Et là, le dernier chiffre qu'on a ici, c'est les taux des emprunts d'État à 10 ans étaient de 3,58 pour la France et de 2,78 pour l'Allemagne. Bon, en clair, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'Allemagne emprunte moins cher pour financer sa dette que la France. Voilà, c'est aussi simple. Alors ça, c'est en plus quelque chose qui est intéressant de noter parce que la situation économique de l'Allemagne est pas spécialement au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça accentue en fait cet effet-là. Bon, ça montre bien tout simplement que la France, depuis quelques années, accentué depuis quelques mois, quand elle veut financer sa dette, ça lui coûte un petit peu plus cher. Et l'article disait une chose. La prochaine vente d'obligations du Trésor, jeudi 4 septembre, sera scrutée de près. Ah, la prochaine vente d'obligations du Trésor. Qu'est-ce que c'est? Régulièrement, le Trésor vend des obligations sur le marché, les investisseurs les achètent et c'est une manière de financer la dette. Le 4 septembre, c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On le sait. Et donc, j'ai trouvé un article qui évoque cette question. Voilà, il faut que je le retrouve tout simplement. Voilà, sur l'emprunt obligataire de la France aujourd'hui 4 septembre. Alors, c'est un article de La Tribune qui est paru à 12h50. Voilà, très, très exactement, qui est paru à 12h50 et qui nous donne des nouvelles de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le financement de la dette française. Et c'est là que le pire est pas nécessairement la solution à portée de main, hein. Tout est plus nuancé. La France a réussi son emprunt obligataire malgré les incertitudes politiques. Alors vous voyez, on peut avoir ce discours extrêmement anxiogène, presque cataclysmique parfois, puis finalement, la réalité économique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec un niveau de demande au double de l'offre, l'adjudication de jeudi rassure sur la capacité de la France à se financer. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau de demande au double de l'offre? Si on va un peu plus loin dans l'article, on le sait. Aujourd'hui, la France a levé 7,3 milliards d'euros à 10 ans, hein, c'est-à-dire la France Trésor, qui est la structure qui œuvre sur le financement de ces dettes. France Trésor a demandé au marché de lever 7,3 milliards d'euros. Et finalement, il y a des offres qui totalisaient, ça nous est dit ici, totalisaient 16 milliards d'euros, donc soit plus du double du montant recherché. Donc ça veut dire quoi? Clairement, qu'il n'y a il n'y a aucun manque de confiance de la part des investisseurs, voilà, et que par rapport à ça, voilà, les marchés sont peut-être davantage confiants
que nous le sommes nous-mêmes. Voilà. Alors évidemment, cette confiance, ça ne veut pas dire que le problème de la dette, il est à jeter comme ça par-dessus bord et que on s'en fiche et qu'il est pas, enfin, qu'il n'y a pas une urgence quand même à traiter certain nombre de problèmes, mais que voilà, faut un petit peu raison garder par rapport à cette situation. Bon, bref, voilà un petit peu la suite c'est un peu la suite du live de la semaine dernière qui nous indique des choses plutôt finalement plutôt positives quelque part par rapport à la situation alarmiste que l'on voulait éventuellement mettre en avant. Maintenant, un petit mot sur le logement étudiant. J'ai fait un petit peu le tour de la presse française, la presse quotidienne française, de la presse quotidienne régionale, pour le dire franchement. Et il y a beaucoup alors, moi, j'en ai sélectionné 3, hein, donc c'est vraiment une petite sélection, mais ils sont tous quasiment dans la même tonalité. Premier article, c'est juste comme ça pour les présenter rapidement, et je vais mettre, voilà, c'est le titre ici qui m'intéresse. Dernière ligne droite pour trouver son logement d'étudiant à Troyes. Alors Troyes, c'est petite ville hein, dans l'Aube, donc on n'imagine pas avec des difficultés concernant les étudiants. On nous dit dans l'article qu'il y a eu de la multiplication du nombre d'étudiants par 4 depuis 20 ans. Alors Troyes n'est pas la seule ville dans ce cas. Il y a des résidences qui ont été construites, etc. Donc il y a une offre de logement ici dont on nous dit qu'elle est plutôt équilibrée, mais ce n'est pas toujours simple pour des étudiants troyens ou de ceux qui viennent de l'extérieur et qui viennent faire leurs études à Troyes, parce qu'il y a des structures universitaires qui sont assez recherchées à Troyes. Donc compliqué. Et la meilleure preuve, c'est un autre article, toujours sur cette question du logement étudiant. Là, c'est autre chose. On va quitter Troyes, c'est Montpellier. On va se dire c'est une autre région. Évidemment, Montpellier est une zone beaucoup plus difficile sur la question du logement. Et là, le journal Midi Libre titrait, c'est le Midi Libre d'aujourd'hui, sur des étudiants entre angoisse et plan de dernière minute pour se loger, crise du logement. Alors là, c'est une réalité. Et donc, vous voyez, à un moment donné, sans aller dans le détail, des parents qui s'alarment et qui disent mais elle ne va quand même pas dormir dans un camping-car en parlant de leur fille étudiante. Alors pourquoi c'est un problème? Bon, moi je suis enseignant et je vois bien depuis quelques années que ce problème il est réel, c'est-à-dire que allez, bon, comme je suis un enseignant, mes cheveux sont un peu gris en plaisantant, donc j'ai un petit peu d'antériorité. Qu'est-ce que j'ai pu constater? Il y a une dizaine d'années, les étudiants avaient aucun souci pour trouver un logement. Maintenant, je vois que depuis quelques années, pour certains, c'est compliqué. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je me souviens plus, pour la première fois, parce que j'assure pas mal de cours sur Lyon, un étudiant lyonnais a dû renoncer à la poursuite de ses études parce qu'il n'a pas trouvé de logement. Alors pour moi, quand j'entends ça, c'est un crève-cœur, hein, très sincèrement. Un étudiant qui ne peut pas réaliser ses projets, parfois ses rêves, etc., parce qu'il n'a pas trouvé de logement, qui est quand même quelque chose presque de primaire dans la réalisation de ce qu'on devrait donner à nos plus jeunes. Donc ça, j'ai pu le constater. Moi, des fois, j'ai des étudiants qui se bagarrent à trouver une chambre d'hôtel. Vous voyez, je parle même pas d'un appart, hein, à jongler. Alors, c'est des étudiants souvent en alternance, donc ils ne sont pas là tout le temps à l'école. Ils viennent uniquement ils cherchent un logement, parfois uniquement au moment où ils sont à l'école. Alors parfois ils jonglent hôtel. Location meublée, etc. Parfois ils trouvent pas à la dernière minute. Enfin bon, c'est des situations qu'on n'avait pas. L'année dernière, il y a un certain nombre d'articles qui sont parus dans la presse, voilà, qui étaient absolument pas du fantasme. Il y a des étudiants qui logeaient, alors je crois du côté de Nantes notamment, des étudiants qui logeaient dans un camping. Alors
Moi, je trouve ça quand même assez, enfin, c'est lunaire, hein, à un moment donné d'imaginer ça. À mon avis, il y aura sûrement d'autres articles parce que les rentrées ne sont pas terminées, loin de là, elles ne font que commencer. Mais je trouvais ce signal assez intéressant dans cette presse quotidienne régionale, hein, qui est souvent au plus proche des problèmes, de nous informer de ces difficultés des étudiants. Bon, donc voilà ce que je voulais dire également sur cette question du logement étudiant. Et puis, je vais terminer, parce que voilà, je veux faire quelque chose d'assez court, hein. Autre truc dont je voulais parler, ça va être assez rapide, c'est un changement qui est intervenu au cours de l'été, dont certains ont un petit peu parlé, et qui concerne les loyers impayés. Enfin, plutôt des méthodes, plutôt une technique de recouvrement qui a évolué ces dernières semaines. Alors là, c'est un article qui est paru là encore dans Mieux vivre votre argent, mais c'est un magazine plutôt bien fait, hein, en général. Alors, vie pratique, que nous dit-on? Loyer impayé, la saisie sur salaire plus rapide. Alors effectivement. Alors, l'article nous dit les loyers impayés sont une plaie pour les propriétaires bailleurs. On est d'accord. Bon, après, je voudrais quand même juste faire une parenthèse. Ça peut sembler étonnant. Il n'existe pas en France aujourd'hui de statistiques précises, fiables, qui nous diraient voilà le volume global des impayés. On en a de vagues estimations, on en a des fourchettes, mais qui sont tellement larges que c'est difficile d'avoir une appréciation. Donc finalement, tout le monde en a un petit peu une vague idée, mais une vague idée, c'est absolument pas une réalité statistique. Pourquoi? Vous avez les bailleurs particuliers, vous avez les agences, vous avez les grandes structures de type office HLM. Honnêtement, le particulier qui est confronté à un impayé, il va pas le signaler à une sorte d'office statistique central qui va répertorier toutes ces informations. De même que l'agence qui est confrontée à des impayés ne va pas le faire. Donc on a de vagues impressions, mais on ne connaît pas véritablement l'ampleur de tout ceci. C'est un peu comme le squat. Je suis toujours en train de préparer un moment où on va parler du squat, de la réalité des chiffres, et ça sera très intéressant, mais ça, je réserve à plus tard. Alors, je reviens sur cette question des loyers impayés, la saisie sur salaire plus rapide. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il est possible depuis le 1er juillet 2025, et c'est tout récent, ce sont désormais les commissaires de justice qui sont l'autre nom donné aux huissiers, mais fondamentalement, ils conservent une grande partie des attributions qu'avaient auparavant les huissiers. Ils sont chargés d'engager la saisie des salaires directement auprès de l'employeur du locataire mauvais payeur. Alors le bailleur doit avoir ce qu'on appelle un titre exécutoire. Ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est un jugement, mais on pourra avoir quelque chose d'un petit peu plus rapide. Alors, il y a du bon et du moins bon dans cette histoire-là. C'est-à-dire que, oui, ça donne un moyen d'agir beaucoup plus rapidement. En revanche, il y a 2 écueils. Le premier écueil, c'est que si, et il a tout à fait le droit, après tout, si le locataire conteste la procédure mise en place par le bailleur, ça va se faire devant le juge, ça va rallonger les délais, etc. Et vous avez beau mettre en place un système plus rapide par rapport avec cette saisie sur salaire, que ça change pas fondamentalement les choses, faut être honnête. Et deuxième élément, c'est tout le problème de la saisie sur salaire. Alors, je vais grossir un tout petit peu les barèmes 2025 des saisies sur salaire. Les saisies sur salaire, on fait pas ce qu'on veut. Et bon, ce que je peux dire peut choquer, c'est tout à fait logique. On peut pas priver quelqu'un de la totalité de son salaire. J'ai envie de dire que si à la limite on veut être plus efficace, on peut très bien faire une saisie sur compte bancaire qui permettra à ce moment-là de saisir beaucoup plus d'argent en une fois. Mais il y a un écueil par rapport à ça, j'y reviendrai aussi. Alors, on voit que les saisies sur salaire, il y a des plafonds et que finalement, quelqu'un qui a un salaire faible, on peut saisir des sommes relativement modestes. Donc, quand il y a une dette qui s'est installée en termes de loyer, on va mettre quand même relativement longtemps. Je me
place du point de vue du bailleur, avant d'en assurer le recouvrement complet. Donc ça, c'est quand même la difficulté de ce type de recouvrement. Et la dernière chose par rapport à ça, mais ça on n'y peut pas grand-chose, c'est que, quand on a affaire à un locataire totalement insolvable, c'est-à-dire, il y a pas d'argent sur son compte ou ses comptes, il est uniquement au RSA qui est insaisissable, et cetera, le bailleur se retrouve quand même relativement démuni. Et face aux frais de justice, parce que quand on fait ce type de choses, il y a les frais, d'avocat, d'huissier et cetera. Bon, il y a des frais de procédure parfois et on en rencontre. On peut avoir des bailleurs qui disent: «Bon allez, j'ai 2 500 € d'impayés de loyer, je laisse tomber parce que ça me prend la tête, je vais me pourrir la vie avec ça, je vais passer à autre chose pour vite, relouer mon appartement autrement». Voilà, donc c'est une avancée, elle est indéniable, qui est apparue au mois de juillet. Faut pas en attendre des miracles non plus. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Ça a le mérite d'exister, mais c'est loin d'être parfait. C'est pas ça qui va résoudre, cette problématique des impayés de loyer. Alors cet épisode, il est terminé. Si vous m'écoutez, si vous me voyez, c'est que vous êtes allés au bout de cet épisode qui, je reconnais, était un petit peu long. Pour la petite histoire, en fait, cet épisode, c'était un live initialement, le live du jeudi soir. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver, tous les jeudis soirs à 20h30, chaque semaine. Et il s'agit de faire quoi? Il s'agit tout simplement de faire un point sur l'actualité. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Mon prochain live, ce sera un invité, donc jeudi prochain. Et avec cet invité, c'est un invité qui a investi depuis déjà quelques années dans l'immobilier. Il a une trentaine d'années. Il est avec 6 ou 7 biens immobiliers aujourd'hui. Il va nous expliquer, il va nous raconter ses mésaventures, ses difficultés. Est-ce que c'est si simple que ça de faire l'investissement immobilier? Donc je pense que ce sera un épisode particulièrement intéressant. Dans cet épisode, j'ai cité quand même pas mal d'articles, d'études, etc. J'ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez aller les retrouver tranquillement et étudier ça, le cas échéant, à tête reposée. Voilà. De toute façon, c'est le but de cet épisode, vous avez compris, de prendre un petit peu de recul et puis de dépassionner le débat. Moi, c'est souvent ce que j'aime faire, dépassionner le débat et regarder les choses avec un petit peu plus d'objectivité. Voilà. Et cet épisode est terminé et je vous dis à très bientôt.